Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay, thank you, Alex, for joining me today for these conversations. We will try to make a combination of different platforms in terms of language as we share different but the same roots and context, we think in different languages. So, muchas gracias. Muchas gracias, Van. Y pienso que tenemos muchas cosas en común y muchas cosas en cuanto a intereses, quiero decir, pero también empezando por nuestros campos que parecieran muy distintos. Our fields seem to be different, but in fact we are very close. Even when you are a philosopher, I'm an artist. I'm interested in education, so you are. A los dos nos gusta trabajar con jóvenes colegas de las escuelas, en tu caso de filosofía, de cine, y a mí en la escuela de arte. Here I'm in Paris working in the Beaux-Arts de Paris. And ¿cómo se llama tu escuela? Annecy, au Beaux-Arts d'Annecy. Okay. ¿Y cuál es la clase que das allá? ¿Hablo en francés? Sí. Je vais parler en français. Je suis professeur de philosophie, en fait. Ok. Et donc, je fais 3 cours dans mon école qui sont à chaque fois destinés aux promotions différentes. Et je vois tout le monde, tous les étudiants, de manière transversale, en passant beaucoup de temps dans les ateliers. Il y a un premier cours qui est un cours qui porte plus sur le cinéma, que je fais de manière collégiale, très simple. On passe un film, qui est un classique, et on le découvre ensemble, et tous ensemble, donc on essaie de dire ce qu'on a ressenti, et on construit de manière collective une pensée, qui est en fait une critique du film, mais en le vivant collectivement. Après, les formes que j'utilise, c'est des formes de séminaire, qui sont 2 autres cours. Et séminaire, on travaille donc très patiemment, très humblement, et ces derniers temps, les travaux sur lesquels on portait en particulier sur Benjamin, un texte et des textes très beaux qu'il a écrits, qui s'appelle « Expérience et pauvreté », et l'autre qui s'appelle « Le caractère destructeur ». Je crois que c'était... si tu ne les connais pas, j'aimerais te les offrir parce que c'est des textes qui te parleraient beaucoup. ¿Te lo digo en español o lo...? No, está bien. Está bien. How do you choose or make a selection of the film that you share with the students? There must be a criteria. I mean, maybe according to Benjamin, as you said, the text by Benjamin, but maybe it could be, podría ser cualquier otra cosa, cualquier film, pero en realidad hay algo muy específico, ¿no? Sí. C'est vraiment le hasard qui décide. C'est un film qu'on a envie de voir. Je fais ça aussi avec un de mes collègues. Donc, ou l'un ou l'autre, on donne à voir un film qu'on aime ou qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et c'est ça qu'on met en partage. Donc, très souvent, je les découvre ou les redécouvre. Et c'est des films classiques. Ça peut être des films de Pasolini, des films très beaux qu'on a passés il y a quelques années mais qui me restent. C'était un film essai, un film d'études préparatoires qui s'appelle Pour une étude pour une Orestie, où il a en fait, il est parti en Afrique et là-bas il cherchait ses personnages avec sa caméra et il a construit son film comme une espèce de polarité décrivant un certain état du monde. Et à ce moment-là, ce qu'il y avait dans l'état du monde, ça commence sur une vitrine. Ça commençait par une vitrine avec les textes du marxisme et de l'autre côté, une vitrine avec les textes qui renvoient plus à des formes occidentales, à des démocraties occidentales. Et il se dit, moi je suis là au milieu. Je suis là au milieu et puis il filmait des scènes de rue, des gens en se disant, ben voilà, celui-ci ou celle-là peut faire tel personnage. Tel autre enfant va jouer tel autre personnage. Et puis il y a surtout le vent, qui va être encore un personnage. Ça, c'est un film qu'on a passé, qui est très simple et qui, à chaque fois, renvoie à une actualité. Une actualité, ça veut dire, dans mon travail à moi, dans le travail aussi des étudiants, et comme une manière d'essayer de déplacer ou d'inscrire une question un peu contemporaine.
Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais donc le choix se fait très simplement par un désir de revoir et de repenser ensemble avec une évidence qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on est bien plus intelligent à plusieurs en fait. Et donc les étudiants qui sont très jeunes, ils sortent du lycée à ce moment-là, on se rend compte à quel point ils sont justes. Ils sont justes avec ce qu'ils ressentent et où il n'y a pas de parole interdite et il n'y a pas de parole stupide, pas de parole non plus intelligente. Chacun dit, par contre, doit décrire et dire ce qu'il voit ou ce qu'il pense, il ou elle. Voilà, et à partir de cette expérience-là, c'est ça qu'on vérifie. On vérifie un principe qui est basé non pas sur des rapports d'autorité, mais avec un vœu qui est un vœu d'égalité dans les rapports à la parole, même s'il y a toujours une hiérarchie qui est en place, mais qu'on essaie de casser avec naïveté, simplicité. Ouais. Okay. Voilà comment ça se passe mes cours. Ok. Yo pensaba que como antes ya alguna vez hablamos de cine sí. Con mis estudiantes de la escuela de Beaux-Arts y de otras cosas, pero también antes hablamos de Artaud, de Antonin Artaud, pero yo creo que ahora podríamos hablar de otras cosas que tienen que ver, sí, tal vez con la educación y con la filosofía y con el arte. Aquí, bueno, el contexto es esta exposición. Sí. Yo creo que tú tienes algunas preguntas también, ¿no? Sí, tengo. Podemos hablar, on peut parler de ton exposition, peut-être, Abraham. Je suis revenu hier la regarder, et puis aujourd'hui aussi, il y a peu de temps. Parce que comme toujours, il me faut du temps, quoi. Et après, je peux continuer à raconter comment je l'ai vécu, l'exposition. J'étais frappé par évidemment la situation que tu construis à partir de deux, et puis un troisième type d'éléments, plus ces miroirs ici, qui sont d'abord ces tableaux qui sont fixés au mur, et qui rentrent dans un dialogue. Je ne sais pas si tu les appelles tableaux, como los llamas, lo que está en la pared, o no sé cómo lo llamas. Les llamo impresiones. Impresiones, donc ces impressions. Que tiene un sentido ambiguo también, sí. ¿No? Et ensuite, ces sculptures que j'ai regardées très attentivement, là encore, je ne sais pas quel nom précis tu leur donnes, c'est des sculptures. Et comme toujours, je fais des constats qui sont très simples. D'abord, elles sont suspendues, elles ne sont pas mises sur les côtés ou par terre, elles sont bien au centre de l'espace, de la pièce principale et celle qui est adjacente. Et ensuite, ce qui me frappait, c'était les rapports aux gestes qui sont là, que tu as expliqués, mais j'essaie simplement de regarder au-delà du monde de référence. Et là, on peut revenir aussi sur les dialogues précédents qui ont eu lieu avec Patricia Falguer, avec aussi tes étudiants, puis avec... et ce qui m'a frappé, c'était d'abord un rapport de simplicité. Tes pièces, elles sont suspendues et elles entretiennent un rapport de tension. Suspendu, ça veut aussi dire que l'activité que tu as eue, toi, est suspendue ici, c'est-à-dire la signification de ces objets. Et on voit évidemment un imaginaire du porteur qui est là, avec ses chaises ou dans la structure ou l'architecture des objets. Ce qui m'a frappé, c'est comment est-ce que ensuite ces objets qui sont trouvés, ramassés, des bouts qui sont en fait ramassés, renvoient aussi à un imaginaire qui est celui de l'errance. Et d'une errance qui est en quelque sorte figurée là sur les impressions que tu fais. Ça renvoie d'abord à des trajets dans un code de couleurs ou une gamme chromatique qui est plus vive, presque enfantine, et qui vient contraster avec la gamme chromatique qu'on voit dans les sculptures. Et elle renvoie à une cartographie affective, une psychogéographie, et aussi elle dialogue avec les formes elles-mêmes, dont on ne sait pas si elles sont inspirées ou en rapport miroirique avec les dessins eux-mêmes. Donc ça renvoie un peu à ces trajets, et le sentiment que j'avais, en fait, qui m'est resté hier, c'était aussi un sentiment de, comment dire, où l'errance,
d'errance au sens propre, ça veut dire que la signification des objets eux-mêmes était assez pauvre, assez faible, suspendue en fait. Et pour le reformuler un peu autrement, tu as raconté un peu comment tes trajets étaient aller chez des amis à toi, aller à l'école, et sur tes trajets tu ramassais un peu ces objets pour ensuite les transporter. Et la question qui me venait à moi, c'était, ou la question que j'avais envie de te poser, c'était, tiens, mais qu'est-ce que tu trouves en fait? Ou qu'est-ce que tu cherches? Et tu trouves presque rien. C'est des bouts de bois, c'est des petits objets, comme font les gens qui n'ont pas grand-chose à faire dans la rue. C'est ça qu'on appelle une errance. Et finalement, tes sculptures, alors après on peut détailler un peu ce qu'il en ressort. On voit des régularités apparaître, comment chez certains éléments, on voit bien comment ils sont construits, et puis après tu as complémenté pour construire un équilibre avec des droites. C'est des bouts ou des lamelles de chemise découpées. Comment chez d'autres, on a une ficelle qui permet de tenir une forme triangulaire. Et ce que je retiens, c'est se faire tenir, ou comment ça tient. Et on a aussi un rapport de tension qui est manifeste, de poids, de contrepoids, qui renvoie à l'imaginaire du fardeau, ce qui pèse sur le dos, qui est aussi la posture du chiffonnier. Et le chiffonnier, ça veut dire celui qui regarde aussi un peu par terre, qui a le dos courbé par la fatigue, par le poids. Et cet imaginaire reste là, en quelque sorte suspendu, mais aussi relancé par les formes elles-mêmes. Moi, ce qui me frappe, c'est les rapports de gravité et donc, du coup, une tension, des rapports de force et de contre-force, mais qui d'une certaine manière, désactivent la dimension du porteur, mais elle a traduit dans un autre type de dimension qui sont ces sculptures qui sont inutilisables. Je n'ai pas dit inutiles, mais presque, et inutilisables en tout cas. Alors voilà pourquoi je me sens en fait ami avec le travail. Je me sens ami parce que ça renvoie pour moi à des questions simples, c'est qu'est-ce que c'est qu'une errance? Et puis moi ça m'arrive d'errer dans la rue, mais une errance qui renvoie aussi à un rapport qu'on a au monde, aujourd'hui et toujours, et où on commence avec presque rien. Pas à zéro, mais avec presque rien. Ça veut dire des bouts qu'on trouve et qu'on ramasse et qu'on assemble entre eux. L'autre élément frappant de ta grammaire, Abraham, c'est comment est-ce que tu ficelles les choses entre elles, comment tu les assembles, comment est-ce que tu les noues. Et là, on retrouve ces rapports de tension. Et puis, il y avait une phrase que tu avais dite qui m'est restée, je ne sais pas si je vais la retrouver, je l'ai notée. Et c'est quelque chose qu'on remarque. Tu me corrigeras, je ne la retrouve pas. Mais que tu avais dit il y a 15 jours, c'était comment est-ce que tu travailles en assemblant des choses sans maîtriser de technique, en fait. Donc, tu n'as pas les mains dans les poches, vu que tu ramasses les choses, que tu les portes dans ton dos, mais tu fais avec ce qu'il y a, en fait, en inventant tes techniques, et on voit bien que tu les fabriques avec très peu d'outils. Il y a des vis, mais sinon, tu assembles, tu ajustes, et de manière à construire dans ces rapports de tension des équilibres, mais aussi, je dis force et contre-force de ces éléments. Voilà quelques remarques. Sorry, I like very much what you say about like the kind of a psychogeographic derive or a walk around the city. But it's important because that's the way I think, I mean, starting with the term itself, that where it comes from, who coined it and who used it before. And it's important because it means politically changing the names of the streets according to your own subjectivity, that it's political, that it's like shifting all the meaning of the names of the city, of the streets of the city, according to your own experience and according to your maybe unstable, arbitrary identity. And then the other part that you pointed out, that the technique, not having technique for making this,
for me, it's not just because I don't have technique, which is true, but it's also like trying to give evidence or to demonstrate that anybody can do this in a, not in a democratic way, but more in a transparent way, saying that, again, that potentially everybody could be an artist, but you have to develop and to evolve in a political way and in an aesthetical way your tools. And me, I just have a very basic set of tools that it's based in my own experience and in my roots and my imaginary. So to compose this tension, as you say, you know, the tension and the balance and the lack of balance sometimes in the shapes that promote some sort of transparency so people can see how they are made and that maybe anybody here or when visiting the show, they can do it. But who does this? It's me. Yeah. So that's a difference, let's say, you know. So it's not about democracy again, it's a different thing. So I like this kind of pointing at technique and the possibility of existing or inhabiting the city in a different way. Yeah. Oui. Et un autre élément, de ne pas avoir de technique, ça veut évidemment dire que n'importe qui peut le faire. Mais je suis en train de perdre mon idée, mais ne pas avoir de technique, ça veut aussi dire ne pas avoir beaucoup d'outils en main, de faire avec presque rien ce qu'on ramasse. Et ça aussi, n'importe qui peut le faire. Mais il reste à faire par ce n'importe qui. Et ça devient évidemment une parabole, qui est une parabole politique. Dans les textes que je citais avant, du philosophe que j'admire beaucoup, qui est Walter Benjamin, c'est les textes qu'il a écrits dans les années 30, à un moment de tension et de respiration entre deux guerres mondiales. Sa proposition a été d'une grande violence et très simple, en se référant à des créateurs qui partaient de rien ou de presque rien, pour faire table rase et fabriquer en repartant à zéro ou en faisant presque rien. À ce moment-là, la signification de ce type de sa pensée, c'était aussi de dire mais dans quel état est le monde? Voilà ce qu'il y a derrière et voilà ce qui nous arrive. On ne peut pas recommencer de la même manière. C'était, par analogie, que je me réfère ici à Benjamin. Au-delà de sa figure du chiffonnier, au-delà de ses promenades, et des manières qu'il avait d'essayer de retrouver des restes perdus d'espérance et des rêves d'une humanité générique. Donc, construire sans avoir de technique, ça veut dire que n'importe qui peut le faire. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin d'outils, ou en tout cas qu'on se sert de pas grand-chose, de presque rien. Des bouts de bois, des morceaux de chaise ramassés et trouvés dans la rue. Je ne sais pas si mon idée est juste et claire, et souvent il me faut du temps pour l'ajuster. Mais ça renvoie un peu à cette idée d'errance qui n'est pas qu'une idée romantique ou fatiguée, mais aussi à un presque rien qu'on retrouve ici, en fait, qui est une analogie d'un presque rien de ces trajets, même si ils sont tendus par des rapports affectifs, des lieux dans lesquels on va, les amis où on va. Voilà, mon idée, c'était, ou en tout cas, je me sentais aussi très en amitié avec ton travail, parce que je me retrouvais un peu dans un même état. Et même état, ça veut dire que, tiens, je me dis, moi, aujourd'hui, comme philosophe plus si jeune, je me dis avec quoi je construis, avec quels éléments je construis, pas construire mon travail, mais un travail qui est en rapport immédiat avec le monde et qui m'aide aussi un peu à tenir ou à penser. Je construis, pas comme toi, mais aussi en ramassant des bouts là où je les trouve. Et des bouts, ça peut être aussi ton travail, le travail d'autres personnes ou quelques pages. Mais aussi dans une situation où, qui n'est pas une situation d'errance, mais qui est une situation où il y a peu. Il y a peu pour recommencer ou relancer des choses. Sorry, perdona que te interrumpa, pero hay algo bien importante que, de lo que estás diciendo en relación con Benjamin. Hay algo que tiene que ver con
in a sphere that is parallel to Western thinking or philosophy, as we know it, is my family's way of making things as I grew up. Is like mi papá solía decir, hay que hacer las cosas con recursos, sin recursos o a pesar de los recursos. That it's not easy to translate, but I will try. It's like we have to make things with resources, without resources, or despite the resources, which is, I think, very, very much parallel to Benjamin's, what you are quoting or referring. And I think it takes, again, the discussion into an economical and political arena in which distribution of wealth is not the same, is not universal, the same everywhere. And this is my context, and this is the way I grew up, and this is the way I understand the universe. So universe is not one, but many. And it happens that now I'm here in Paris. Ahora estoy aquí en París, que es mi ciudad. Y creo que para mí, lo que hace, what it makes urgent and necessary to make this is this context, that it's a very special moment in humankind history. It's a special period of restrictions. And then we have, in my perception, we have to do things without resources or with whatever we have at hand, which is maybe nothing. And that's what my father said. If you have only like a stain or dust in your nails, you do something with that. And if you have nothing there, then you do something with that anyways. And so that's the necessity and the urgency for me to make this exhibition in this very moment. Yeah. But of course, in the future, it will not be so relevant. Yeah. But at this very moment, in this situation, it's urgent. And I think it's then the errance, ça devient une autre chose. Ouais. C'est pas, it's not a hobby. Yeah. And I don't do it yourself during my weekends. Yeah. It's not that. It's not that. It's not, for me, it's not assemblage, my work. It's beyond that also. In a different tradition of necessity, I think. Yeah. No, I'm very surprised of what you are saying, because it touches exactly that in my language and in my discourse, you know. Maybe it's not casual because you are very smart, but I think I'm kind of very moved because of this, you know. And also the chiffonnier, it's funny because honestly I didn't know about it. It was because of Patricia. She told me about this when we met for talking here. And I was surprised, like when I went to look for the information, it's very much again the same. And also the body, the relation, let's say the ergonomy and the proxemics of the chiffonnier, it's related to economy and power and distribution of wealth and society, and how societies evolve the way we understand the concept evolving, because of course it's not the same everywhere again. But this is very good. Yeah. I mean, I like it. Yeah. Yeah. Et après, je disais qu'il y avait plusieurs imaginaires de gestes dans le travail. Il y a la figure du porteur ou de la porteuse, qui est une figure qui renvoie avec le chiffonnier à une tradition, à une histoire du prolétariat, du chiffonnier, chez Benjamin ou chez Baudelaire. Et l'autre figure, mais qui est la figure qui est juste là derrière nous, c'est une figure de casser en fait, qui est encore un geste simple, un geste premier. Il y a à marcher, dont on a en quelque sorte les trajets ou les cartographies qui sont imprimées au mur. Il y a les figures de portage qui sont pendues et suspendues pour donner autre chose, une grammaire simple, nouvelle, où les choses sont agencées, construisent des figures. Et le troisième terme, c'est cette figure de destruction, le fait de casser, comme un geste premier, simple. Et c'est donc le second ou le troisième grand geste qu'on retrouve dans l'exposition ici. C'est casser. Casser pour se nourrir, casser aussi pour détruire. Et détruire, ça veut dire recommencer ou découvrir quelque chose.
Et tu sais, on trouve ça en fait dans un rapport aussi analogique. Toutes les philosophies mettent en scène cette tension entre construction et destruction. Chez toi, ça s'appelle aussi autoconstruction, autodestruction. Mais ce qui me touche, c'est qu'on les trouve dans des figures très simples, comme des gestes premiers en fait. Là, c'est la figure de casser des noix. Et tout ça est fait aussi dans ton film, dans une matérialité très muy sencilla, très simple. Il n'est pas très démonstratif ou très spectaculaire, le film. Une amie qui casse des noix et qu'il partage avec tes enfants, en fait. Et c'est le même geste, tu racontais, que faisaient les enfants qui ont découvert la statue Olmec, qui est aussi cassée dessus quand ils l'ont découverte. Bon, ben voilà, ce qui me reste, c'est cet univers de gestes simples, ça veut dire partageables, qui sont comme des gestes premiers, et on a tous les éléments aussi d'une grammaire pour inventer un monde, un petit monde, ou des petits mondes. Et ces petits mondes, quand je passe ici, je suis frappé par ce que j'ai appelé leur dimension un peu inutilisable. Inutilisable, ça veut dire comment est-ce que tous ces imaginaires sont associés ou manifestés dans un autre type de présence, mais qui fait autre chose que simplement porter, casser, etc. Et qui est comme aussi une grammaire générique qui est à disposition pour chacun de nous. Toi aussi, tu peux casser quelque chose. Moi-même. Oui. Oui. Toi aussi. Cassez-moi. Oui. Ou je dois me casser moi-même. Exactement. Dans un autre texte de Walter Benjamin, il appelle ça un caractère destructeur. Un caractère destructeur dont a besoin l'humanité face à un autre type de caractère destructeur qui était le monde qui était présent. Il a dû quitter l'Allemagne à cause du nazisme et il n'a pas pu y rentrer. Donc ça, c'était un sacré caractère destructeur. Et face à cette destruction, il en fallait une autre qui était juste un recommencer à nouveau et puis casser ce qu'avait donné ce monde-là. Donc voilà, je construis un parallèle à la fois lointain et pas lointain, mais dans ton travail, je retrouve comme ces gestes premiers qu'on a tous et qu'on fait tous les jours en fait. Bon. Voilà ce que je voulais dire, Abraham. Et après, vas-y. No, pienso algo también que decía mi papá y mi mamá también, que cuando éramos pequeños nos decían, nosotros no somos ni proletarios ni clase baja, nosotros somos desclasados, nosotros no tenemos clase. Déclassé. Oui. Alors ça veut dire que la conscience d'être, c'est pas lumpen, on n'était pas lumpen, mais prolétariat peut-être, mais déclassé. Et après ça, le travail devient constructif, mais aussi destructif, et contre le pouvoir, peut-être, contre la unfair conditions of living. Contre soi-même aussi. That makes me think and take our conversation. I mean, I say this because of Benjamin again, no? The material conditions and the context and the capital and what it means still now in 21st century. But I was also thinking in terms of the breaking notes and when we discussed Antonin Artaud, that he, in order to become himself and to create his own language, he had to destroy language. And he made sort of an image, a kind of an extreme radical evidence of that by always carrying a hammer and making noise and being almost disgusting and uncomfortable and like a misfit, an outcast of society. So to become the great Antonin Artaud as he is, he had to destroy Artaud. And then maybe it's kind of
pariah of himself. And then that's the way we can say that we can discover in him something that we cannot understand, but only him, in terms of language, and destroying and doing something that is annoying and upsetting. Yeah. Of course, nobody likes destruction in a deliberate way, no? But sometimes it's necessary, no? Yeah. La figure qui mettait en scène Artaud, c'était en effet des gestes absolument contradictoires. Il écrivait en parlant ou dans des formes chantées ou soufflées, et en même temps, en effet, il frappait avec un marteau ou un couteau sur la table, comme pour ponctuer son poème, son langage, mais aussi pour le casser, comme pour casser en même temps qu'on construit. C'était ce double mouvement contradictoire, et on retrouve toujours cette polarité, construction-destruction, ce double geste contradictoire, très matériel. Hein. On frappe, comme aussi une musique qui va construire et ponctuer les choses, pour inventer un langage, pour casser quelque chose du corps, pour casser la langue, et aboutir comme ça, casser des universaux, les universaux qui nous structurent, et ponctuer dans ces creux, dans ces trous, ou avec ces trous, essayer d'attraper de plusieurs manières différentes, ou d'inventer de plusieurs manières différentes la langue qu'il essayait d'instituer. On retrouve, oui, dans ce geste premier très simple, mais qu'on a tous. Et c'est ça, pas la forme démocratique, mais c'est juste, et comme on disait un peu en commençant, on a tous ces capacités. On le fait tous. Et elles sont éminemment partageables. Et après, il y a des manières différentes d'inventer une pensée. Là, c'est parfois avec un retour ou une nécessité d'un presque rien. Et puis d'autres fois, au contraire, on a besoin d'autres types de grammaire ou d'éléments, de matériaux pour les amener. Et finalement, Artaud, il a cassé le marteau, n'est-ce pas? Oui, il a cassé. Il a cassé le marteau. Oui. Mais il avait son couteau aussi. Il avait son couteau. Et ça devait être pas rien de voir les tables, et ça devait être effrayant aussi pour ceux qui étaient à côté, de le voir faire. Il faisait peur. So breaking the hammer becomes a kind of hopeful, no? Yeah. C'est l'espoir. C'est l'espoir. You know, like for me, it's funny because when I work like using materials that I find, it means that someone thought that they were not useful anymore because there is a chair without a leg, because they are broken, or because they are not working anymore the proper way. So I find them, like I found the door from a closet, I think, with a little box maybe for magazines or for shoes or for umbrellas. I don't know. I never saw such a thing in my life. And I found it in the street, and it's perfect. I don't find any defect in it, but I use it. And everything like that, I keep using because I like using things that are still usable for me, useful, you know. Yeah. But someone thought before that they are destroyed or they are not working anymore. So this is kind of an analogy, again, of the same we're discussing, because it's like for me it's new, or it's material that is still alive. And that's what I do always. But also for making these prints, the prints, the monoprints, when I make them, I have to destroy the previous one so to make a new one. So they are unique, and they become like a souvenir of the original drawing that is made on glass, or in this case on mirrors. But the print becomes kind of an image, like a reflection of that doesn't exist anymore, you know. Okay. And that's, I think, something important in what we are saying also, you know, like a disappearing, and so something can appear again, or something else maybe, you know. Yeah. And maybe, Abraham, peut-être que tu peux, parce que la grammaire est très simple, il y a des ronds, tu peux peut-être, j'avais envie de te demander en fait, comment est-ce que tu
à élaborer cette grammaire, si tu voulais en parler en fait. Well, like for everything in all the works I do, they are loaded with language, and again, like different stages of the language, maybe in art history, but also from other sources. So in this case, I think it's quite clear and simple. As you said, it's almost childish gestures with using basic forms and basic colors and basic combinations of color, like a blue, yellow, red, and then some kind of in between, like pink, green, and brown. And then I just make like straight lines and curves or circles. I didn't do a triangle, but I think the triangle is in the whole exhibition. Yeah. It's 3 elements, yeah. and some like these parasites, the mirrors that were not planned, but they are here. So it's the triangle is the whole thing for me. Yeah. So everything for me is organized this way in very basic structures and manners of, as you say, the grammar is the simplest, is the easiest. And that's because I kind of also pretend, as I always claim to make any new project for learning, I also try to unlearn like all possible kind of over theorize, let's say, anything. So I try to get rid of this destruction maybe again, and trying to go lower and lower in my tools and my, like breaking my hammer, let's say, that would be that. I try to break my hammer every time, and it's not like an arrogant thing because I don't really know many things. I don't have many things to break, but I still break them, or I try, and it's childish, of course, breaking things and destroying, but I try going back to that very primitive gesture of like trying to get nurture from a basic gesture of destruction. Then you open the nut and then you eat the little thing inside, or the oyster again, that I love the image. Like who was the first one eating an oyster, you know? Like that kind of thing is maybe primitive or almost animal, but I like it a lot, and I try to identify myself. That's maybe also why I like so much apes, you know, like gorillas, and because they make basic tools for very basic necessities as well. And in this case, necessities for me are very clear, you know, in terms of what's happening now in our society in January, February 2021. So that's maybe why I go to references like Piet Mondrian, for instance, that I like mentioning just as a wide and big and very easy example. But it's there, as many others that I can mention now, like André Cadere or Gabriel Orozco, or many others that are very close to me and very precious. But like trying also to clean and to get rid of that in a simpler way even, you know. When regarding a tree, looking at a tree, Mondrian found a beautiful abstraction of geometrical shapes. And then he made Victoria Oogie Boogie. And that's something, I mean, that would be very naive to reproduce or to repeat. So better like trying to acknowledge and then getting rid of that again, you know. So I stay in the almost bare naked, you know. Ce qui me frappe en t'écoutant à chaque fois, et surtout en regardant les formes, c'est que contrairement à ce que je faisais moi là, où je connecte avec un univers culturel, et c'est des belles amitiés quand je te rapproche de Benjamin. C'est dans ta manière de parler, mais aussi dans les formes elles-mêmes, on revient à une simplicité de l'expression. On revient, enfin, il est très simple, par exemple, le film lui-même. Donc les gestes ne sont pas surchargés. On revient, entre guillemets, au singe. On revient à l'enfant. On revient à ces gestes quotidiens qu'on peut avoir, qui sont très simples. Et je me dis que ça, c'est un des caractères très généreux, qui est justement non chargé de discours culturels. Ils sont là, Mondrian, le constructivisme. On voit bien toutes les
tout ce qui est Gabriel Orozco, mais c'est non chargé. Il y a comme pas une rétroactivité, mais un plaisir d'une simplicité dans les gestes premiers et ainsi de suite. Je ne sais pas si tu seras d'accord, mais ça me frappe quand je t'écoute parler, et puis ça me frappe quand je regarde le travail. Il y a un autre élément qui sont les petites capsules. Évidemment, j'ai remarqué comment c'était fait, et elles ont une fonction qui est à la fois pratique et très décorative. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une vis quand tu assembles un élément et un autre, mais il y a ces capsules qui sont présentes et qui sont aussi très distrayantes dans les impressions qu'on voit. On regarde et ensuite notre regard est tout de suite attiré et interrogateur par rapport à ces capsules en se disant qu'est-ce que c'est. Et puis on voit qu'elles ont une double fonction qui est à la fois décorative et puis et un usage qui est d'ajouter, de protéger à la vis pour faire tenir les choses. Voilà, je ne sais pas. Oui. Well, I like very much what you point at the bottle caps, because it's there are many references again, like David Hammond uses them a lot, or he used them before, like bottles also. But he is referring mostly, I would say, not all the time, but to totems and to constructions from sub-Saharan Africa, as referring to his own culture, roots, genealogy, I don't know how to call it, in being like a black person, an African American, working in New York or working in Los Angeles for a time. And it becomes a different type of symbolical use, even sometimes I would say magical. And in my case, I think it's more about like first like trying not to throw away almost nothing. So I keep almost everything from my everyday life, papers. I throw to garbage almost nothing. And not every time I use it, but I keep it. So I'm more like a hoarder, gatherer. And thinking that at a certain point I will use it, and I accumulate long numbers of bottle caps, because I dream I will use them. But I like still drinking some beer with friends, you know? So it's a kind of a little celebration of moments that are evident in my work. And then also, it's something that I took from the construction of houses in my country, in Mexico, where instead of using washers with the screw, as you described, for holding, they use bottle caps because it's cheaper to use them than buying washers. And of course, it provides the opportunity to have a drink with friends. So it's both work, fun, joy, labor, party, dance, love sometimes. Why not? And then this is a kind of a more elaborate discussion, of course, because it's not to folklorize that, but it's something that I witnessed myself in my own experience of the construction of my own house. So it comes directly from that, and I didn't took it from in a touristic way from nowhere, but from my own experience. So it came in my genetics, in my system. It's there in my blood. So it's not so random and it's not arbitrary. At least I feel that way. And also, of course, it can go ornamental. Why not? I'm not against ornament. You know. So this is something. It's again like trying to be transparent and honest, the way people can see how the sculptures are made and how the drawings are being held inside these boxes so they don't fall. I mean, I like using something very transparent, so it's not magic. People can see how they are holding there, you know, and it's preferable for me to make people see how there is nothing behind, but in front of them, or they can see through the work and through the process. They are speaking by themselves, that they don't need me anymore. No? That's something I like a lot. And I don't know, like the economic system, of course, like that is surrounding this way of making, it's important. And I'm talking about the bottle caps, you know. It's the same, like for everything, extended to everything in my practice. So it's kind of a very emblematic thing in my work.
else, I don't know. Yeah. We're in time. Podemos decir un poco más de cosas si quieres, ¿sí? No sé. Sí. Pensaba, ¿sabes qué? I was thinking in La Ricota, Sí. de Pasolini. That is in this collection of films by Rossellini, Godard, Pasolini, and Gregoretti, Rogo Pag. The segment by Pasolini in which they are shooting a movie. I mean, language talks about language in that case. There is a director making a film about making a film. Sí. And the director playing the director, I mean, the actor performing the director of the movie is Orson Welles. Yeah. And then there are sections in color and sections in black and white. Yeah. And then the actor who's performing one of the thieves, that is to be crucified with Jesus Christ in a piece of wood, when they're cut for lunch, he goes running for a piece of cheese to take it to his family. Yeah. And that I found so moving. And this is something I learned from a curator a long time ago. Her name is Paola Morsiani. He shared with me this movie that I didn't know. And I still find it very, very, very moving. And I kind of see myself there, you know, in different ways, in the transparency or the necessity of being transparent with the way of making things. Yeah. That's what I mean, you know? Yeah. And then they are shooting the color sections with like maybe trying to refer to a Renaissance painting with the Christ kind of falling from the cross and the Virgin holding him and all the guys kind of touching the Christ and so in color. And then suddenly the Christ, the actor who's playing the Christ is like doing like a little joke or something and they have to cut, you know? Yeah. So this little gesture is something I like a lot. Yeah. So this little detail, for me, is very much like that. And we spoke about Pasolini before. Yeah. And, you know, I love this guy. I mean, but this is kind of the eye, you know, like the little gesture that says like, you know, this is us, you know, this is us together and we understand who we are, but not giving lots of explanations, you know, like more like, just being transparent, that's it. Yeah. Dans le film, le personnage meurt, hein, il a trop mangé. Il meurt sur la croix. Ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais de déclasser. Et ce qui est frappant, justement, dans le travail de Pasolini, c'est comment est-ce que il construit une situation mélangée en servant de tableaux qui viennent de la matrice d'une première Renaissance, mais dans lesquels il met d'autres personnages comme celui-là, en fait, au centre. Il le met à côté du Christ, là, dans ce film-là. Et lui, ce qu'il invente, justement, c'est il casse trop l'opposition, les oppositions entre, je sais pas, les oppositions de classe de la même manière, en circulant ou en inventant une sorte de ligne. C'est ça que j'ai remarqué dans sa trajectoire personnelle, qui va du monde de la petite bourgeoisie jusqu'à ce sous-prolétariat. Et ce qui m'intéresse chez lui, c'est il n'est pas fixé à un point, mais toujours sur une ligne, comme un lieu toujours inconfortable. Il y a une anecdote d'un écrivain qui s'appelle Eri De Luca, dans un livre que je n'ai pas lu, mais j'ai lu ce passage-là, j'étais tombé dessus, et il racontait qu'il avait vu Pasolini pendant des manifestations en Italie. Et il disait de lui qu'il se tenait à un endroit absolument intenable. Il n'était ni du côté de la jeunesse étudiante, ni du côté des policiers dans un affrontement, mais au milieu. Et il se dit, mais comment il fait pour tenir là? C'est là où tu prends tous les coups. Ça en dit long sur ce qu'est sa position. Elle est impossible à tenir, elle est intenable, mais c'est aussi une manière d'arriver à construire de l'inconstructible, en fait. Voilà. Pienso que tiene mucho que ver con su propia identidad, la identidad de Pasolini, ¿no? Sí, claro. Como siendo católico, comunista y homosexual. Y il embrassait la concupiscence, le plaisir. He was a sinner. Being a Catholic, he was a sinner, but he was also a bourgeois, being a communist. And all these contradictions, embracing them in a transparent way also.
I also feel very much like that. And I feel like, I mean, for me, Pasolini is beautiful, different ways, aesthetically, of course, but politically and mostly as a human, I would say. Like being openly and deliberately human, with all the contradictions possible, you know, there. And yeah. Et avec beaucoup de courage. Il était très courageux. Il était très courageux, mais c'est exactement ça chez lui qui me touche, à part le fait que je sois émerveillé par ses films, qui donnent envie de faire des films, si on veut en faire. C'est qu'il arrive à tenir des contradictions à un endroit où on ne peut pas les tenir, y compris parce que c'est dangereux pour soi. Et il occupe une position intenable en tenant des mondes contradictoires et en restant là. But also taking the sense of humor into a very extreme, radical point, even like mean in a way sometimes, like very not comfortable again, you know, like I like also that one in which there are two Franciscan monks trying to evangelize birds, Uccelacci and Uccellini, and it's all about like our impossibility for communicating and like understanding that some birds speak with each other like doing this kind of little jumps like this, and then they try to evangelize the other ones like that, but of course they don't speak like that. They speak differently, and they come and eat and chase and kill the other animal, the other bird. So that's the kind of thing that I love of Pasolini again, you know. It's really funny. Vraiment beaucoup d'humour. Mais cet humour, c'est une manière de retourner les choses. Je dirais ça comme ça. Il y a ça qui tient. Pues muchas gracias. Abraham, muchas Alex. gracias a ti. Qué alegría. Sí, otra vez, muchas gracias.